Bonsoir à tous, merci d'être là pour un sujet passionnant. Je pense que ça ne vous a pas échappé. Depuis quelques mois, on entend parler de ci, de là, enfin sauf si vous étiez parti sur la planète Mars, on entend parler de ces métavers, ces NFT, bref, tout ce Web 3 qui arrive. Bon, de vous à moi, on est peut-être un peu paumé par cette histoire. On en entend parler beaucoup, les experts se contredisent un peu. Moi, ça me rappelle personnellement un peu les années 1992. Certains d'entre vous n'étaient peut-être pas encore nés. C'était les prémices du web tel qu'on le connaît aujourd'hui. J'ai l'impression de voir à peu près la même chose. J'ai envie qu'on se donne un objectif avec mes deux invités du jour, c'est que vous puissiez repartir dans vos entreprises avec une vision plus claire de ce que sont les métaverses, les NFT, ce Web 3 qui arrive. Ça tombe plutôt bien, puisqu'à mes côtés, j'ai deux personnes passionnées et passionnantes qui connaissent bien la musique. Donc le challenge, ça va être qu'ils puissent nous l'expliquer très clairement. Deux invités aujourd'hui, Sandrine Decorde, elle est présidente et elle a fondé une entreprise qui s'appelle Artcare, qui est spécialisée dans les NFT et les artistes. On va parler de tout ça avec elle. Et puis deuxième invité, alors lui qui est plongé dans les métaverses, mais depuis 1998, c'est ça, je crois, quelque chose. Pour la première expérience. Tu nous en parleras tout à l'heure. Il s'appelle Laurent Chrétien. C'est le directeur général chez Laval Virtual. On n'est pas très loin d'ici. Il a monté un événement fabuleux et c'est un spécialiste de tous les nouveaux usages des technologies qu'on appelle immersives. Ouais, vous savez, ces mondes virtuels. Il nous parlera sûrement de ce métaverse d'aujourd'hui et puis du futur que l'on va avoir. Je compte sur vous tous pour participer. Je vois qu'Alexandra a déjà levé la main là-bas pour poser une question. Elle est avec nous. Là, on pourra lui passer un micro. Pour démarrer, j'ai demandé à nos deux invités de se mettre un peu en mode pitch, de façon extrêmement synthétique, ils nous expliquent l'un et l'autre ce que sont les métaverses et les NFT. Je vais ouvrir le micro d'abord à Laurent. Je vais te demander, Laurent, tu as 180 secondes, c'est sympa, ça fait à peine 3 minutes, pour nous expliquer de façon extrêmement claire, et on fera voter juste après nos invités, qu'est-ce que c'est le métaverse ou les métaverses? Alors déjà, je dirais le métavers. Métavers, donc contraction évidemment de méta-univers. Donc il n'y en a qu'un. Il n'y en a qu'un. Ouais. Bah là, tu me bouffes du temps. Hein. Ouais. On est donc ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un univers synthétique qui va augmenter notre monde physique. Je parle au futur, puisque je considère que le métavers n'est pas encore advenu. Tout le monde en parle, mais il n'est pas encore advenu. Et donc, comme je le disais, le métavers, il n'y en aura qu'un. En fait, c'est le futur du web. C'est au lieu aujourd'hui de lire ou d'écrire ou de regarder des médias sur le web, demain, vous allez vivre dans le web. Et du coup, dans le benchmark qu'on a aujourd'hui, il y a déjà 250 éditeurs de plateformes, éditeurs de monde virtuel, hein, puisque ce qu'on voit aujourd'hui poindre comme étant le futur métavers, ce sont les mondes virtuels et qui sont accessibles. Hein. Certains sont privés, d'autres ouverts, etc. Et commencent à développer une économie qui va permettre aux NFT de se développer, et du coup je peux passer la parole. Il a fait vachement fort parce qu'il a fait que 90 secondes. Merci. Alors moi ça me laisse un petit peu, donc si j'ai bien compris, et si je me suis trompé tu nous le dis, ce que j'ai bien compris c'est qu'il y avait des plateformes, des univers virtuels, mais au-dessus c'est métavers. Le métavers. Englobant tout ça, demain, c'est en fait grâce à Internet, on va pouvoir se balader de monde virtuel en monde virtuel, de galaxies, si on considère qu'un éditeur va générer une galaxie de planètes, on va se balader comme ça, de planète en planète, par Internet. Donc voilà. Les éditeurs, c'est ceux qui nous font des applis, des sites web, etc. Le métavers, c'est finalement le nouveau web. Exactement. Ok. Sandrine, de ton côté, NFT, les jetons non fongibles, ces titres de propriété numérique, tu as 180 secondes pour pitcher. Alors, le NFT, ça a vraiment été un buzzword de 2021, un mot qui a explosé parce que les valorisations des œuvres d'art utilisant la technologie NFT ont complètement explosé. Le marché a atteint, au niveau des œuvres d'art digitales NFTisées, le marché a atteint 20 milliards de dollars en 2021. Donc il y a énormément de relais presse et relais médias, et tous, vous avez déjà entendu ce mot. Mais derrière la technologie du NFT, je dirais qu'il y a beaucoup plus
que des applications dans le domaine de l'art. Donc, dans le domaine de l'art, les applications, le NFT est une technologie d'inscription sur la blockchain avec un smart contract qui permet de prouver l'authenticité et l'unicité de quelque chose de digital. Donc, vous avez tous entendu parler notamment du premier tweet qui a été mis aux enchères. Comment on a pu vendre aux enchères ce premier tweet grâce à son certificat d'authenticité qui était le NFT adossé à cette image digitale qui a été du coup retirée de l'univers digital. Il faut dire qu'avant l'invention de la technologie NFT, qui est une des applications de la blockchain, en 2017, c'est une technologie relativement récente, on ne pouvait pas avoir quelque chose d'unique et d'exclusif sous une forme digitale. On a tous copié-collé des images à tire-larigot. C'est moche. On a tous enregistré de la musique. On a tous transmis des fichiers sans se préoccuper de qui était l'émetteur et le créateur de ce fichier. Et surtout, sans se préoccuper s'il y avait des droits afférents à cette forme digitale. Donc le NFT, c'est ce qui permet de gérer les droits, notamment de propriété intellectuelle, d'objets digitaux. Et on voit apparaître aussi depuis un an et demi, les NFT qui sont des digital twins. Donc c'est des jumeaux numériques. C'est des jumeaux numériques d'objets physiques, notamment dans le luxe, dans l'industrie de la montre, où les montres sont numérotées, mais le fait d'y accoler un digital twin, c'est-à-dire un NFT, à ces objets de luxe, permet d'inscrire sur le registre ouvert de la blockchain l'existence de ce produit. Et donc, quand on achète et on revend ce produit de luxe très haut de gamme, on transfère le NFT. Donc, le NFT, c'est le droit de propriété, c'est le certificat d'authenticité, et c'est aussi ce qui peut donner accès à des droits, notamment dans les communautés spécifiques. Et donc, ce qu'on pense, ce qui est visible aujourd'hui, c'est que ça va être la base technologie pour permettre les échanges et les transferts dans le nouveau monde que sont le métaverse. Et il y a énormément d'échanges et de transferts de valeurs qui sont créés et régis par les NFT aujourd'hui. Ça va, vous suivez encore, tout va bien, c'est bon. Alors, je voudrais qu'on prenne la question d'Alexandra, qui est là-bas, qui avait levé la main tout à l'heure. Elle est passée où, Alexandra? Vous la voyez? Si vous pouvez lui passer le micro. Merci beaucoup. Alexandra, tu peux te lever, comme ça on va pouvoir te voir. Merci. Allez, oui, donnez-lui un micro. Oui, bonjour. Je pose la question d'Alexandra parce qu'elle a un petit peu mal à la gorge. Du coup... J'appelle un ami, merci. C'est un avatar, en fait. C'est un avatar. Vous évoquez le monde de l'art, le luxe. On sait que c'est déjà aussi dans le domaine de l'immobilier. Est-ce que vous pensez que ça pourra concerner les produits de consommation courante ? Alors, je pense qu'il y a une très, très grande application de la technologie NFT, du NFT, sur la traçabilité pour les produits de consommation courante. On sait très bien aujourd'hui que les labels tels que le Made in France sont jamais très, très réalistes, puisque en fonction, le Made in France est autorisé si l'assemblage du produit se fait en France. Dans l'alimentaire et l'agroalimentaire, la traçabilité des matières premières utilisées dans les produits transformés, c'est extrêmement complexe. Donc, une des solutions technologiques qu'apporte cette technologie, c'est justement la traçabilité des éléments faisant partie d'un autre produit, d'un nouveau produit. Et ça, pour l'instant, ce n'est pas encore déployé par des grandes marques, mais notamment, on peut citer Carrefour qui a développé sa propre blockchain grâce à justement la blockchain d'IBM et qui utilise le NFT pour la traçabilité de ses produits. Et ce qu'il faut se dire, c'est qu'en fait, dans l'art, il y a un artiste qui s'appelle Mourad Pak, qui en 2021, en fait, a fait la plus grosse vente de NFT au niveau mondial, supérieur au fameux Beeple, en notamment vendant des petits droits de NFT, des petites images de NFT individuelles, et à un moment en décidant de faire the merge, c'est-à-dire de pouvoir merger plusieurs NFT pour reformer un nouveau NFT. Et là, on est sur la démonstration technique, et on a été sur la démonstration technique qu'il était possible de NFTiser des éléments pour créer quelque chose, en fait, qui aurait les propriétés des premiers NFT initiaux
et qui recréerait un autre NFT encapsulant les NFT des premiers éléments digitaux. Et donc là, vous voyez, les applications sont extrêmement vastes, notamment le jour où on NFTisera son iPhone pour savoir quels sont les métaux rares à l'intérieur que je peux revendre, etc., quand je le bascule sur le second marché. On a énormément d'applications qu'on peut imaginer aujourd'hui qui vont prendre du temps à mettre en place, parce qu'en fait, on est face à des industries très importantes, très grosses, qui n'ont pas forcément intérêt à avoir une transparence énorme de leur chaîne. Ok, bon alors déjà, on voit que c'est assez compliqué, hein, des questions sont là. Laurent, je voudrais que tu répondes à cette question. Juste un complément pour préciser que les mondes virtuels sont en fait des espaces, des lieux. Ce pas des lieux physiques, tangibles, mais ce sont des lieux quand même, c'est-à-dire des lieux dans lesquels on va se déplacer. Et du coup, en complément de la traçabilité, NFT, etc., imaginez que demain on puisse aller faire ses courses totales ou partielles dans un supermarché qui serait totalement dans un monde virtuel est tout à fait envisageable. Aujourd'hui, c'est compliqué et les technologies ne sont pas encore suffisamment matures pour pouvoir intégrer des objets 3D qu'on va pouvoir manipuler, mettre dans son panier, etc. etc. Mais ça viendra dans les années qui viennent, c'est sûr. Ok, alors Yelena avait une question à poser. Est-ce qu'on peut lui passer le micro? Ensuite, je vois plusieurs mains qui se lèvent. On y va. Merci Yelena. Oui, moi, j'ai pas très bien compris l'histoire du tweet qui avait été payé, en fait, si vous pouviez expliquer. Allez. Donc en fait, c'est Jack Dorsey, c'est ça? Jack Son Dorsey. premier tweet du patron de Twitter, c'est voilà, ça? Ouais. quand il a mis en ligne l'application Twitter, en fait, il a émis le premier tweet. Et donc, c'est ce premier tweet qui a été repartagé plein de fois, encore et encore, et qui était disponible sur le web dans l'environnement de Twitter, au sein de l'application Twitter, n'avait pas de valeur en propre jusqu'à présent. Ce qu'a fait Jack Dorsey, c'est qu'en fait, il a extrait ce tweet de la plateforme Twitter publique, il l'a NFTisé et il l'a mis en vente aux enchères. Et la mise en vente aux enchères a donné une valeur à ce tweet, en fait, et surtout a permis d'inscrire sur la blockchain le fait que ce tweet, qui a été retiré de l'Internet, donc quand vous voyez ce tweet sur Internet, c'est des copies du Twitter, c'est des copies de l'image, c'est des copies, puisque vous savez que sur Internet, tout est bout de code, en fait, tout est code, c'est des copies du code de ce premier Twitter. Et en fait, ce qu'il a mis en vente, c'est le contrat qui permet aux porteurs du NFT de ce Twitter d'utiliser, de réutiliser ce Twitter. Et par exemple, peut-être, et ça dépend de ce qui a été mis dans le smart contract, qui est public, mais je ne suis pas allée l'ouvrir et le décrypter. Est-ce que, par exemple, le porteur du NFT de ce premier Twitter peut raconter des histoires, produire des films, produire des bandes dessinées, écrire un livre, recréer des objets 3D à partir de ce premier tweet, en faire un slogan marketing, par exemple. Et là, on touche à la propriété intellectuelle. Donc, ce qu'a fait Jack Dorsey, c'est qu'il a confié, il a transmis, il a vendu la propriété intellectuelle de ce premier tweet au porteur, à l'acheteur du NFT de ce premier tweet. Et il faut voir dans le smart contract pour voir quels sont les droits afférents. Ok, donc c'est vraiment un contrat dans lequel il y a plein de choses qui peuvent être écrites, voilà. Et c'est quand on l'achète, on sait ce qu'il y a, et c'est non répudiable, c'est certifié par une communauté d'ordinateurs. Donc on peut toujours. Donc finalement, je comprends, le NFT, qui est un titre de propriété, finalement a presque plus de valeur que le bien en question, c'est ça? Oui. Et vous connaissez tous les fameux singes, les Bored Ape Yacht Club. Et les Bored Ape Yacht Club. Qu'est-ce que c'est? Ces fameux singes, en fait, qui ont défrayé la chronique en 2021, certains atteignant des prix de revente à 15 millions de dollars, jusqu'à 20 millions de dollars, pour une image digitale avec un singe. Mais ce n'est pas exclusivement l'image digitale, c'est surtout les droits de la propriété intellectuelle. C'est-à-dire que la collection des Bored Ape Yacht Club est une collection à très forte notoriété. Celui qui possède un NFT de cette collection à 9 999 éléments a le droit, par exemple, de l'imprimer sur des t-shirts et de vendre les t-shirts, ou par exemple de développer un jeu dans un métaverse et de générer du revenu lié à la participation de ce jeu dans le métaverse. C'est-à-dire qu'à partir de la propriété d'un NFT composant la collection, les droits d'exploitation commerciale sont transférés. Et ça, c'est propre à la collection Bored Ape Yacht Club.
Quand on sait les valeurs d'achat et de revente des propriétés intellectuelles, notamment par exemple du film Star Wars pour décliner des figurines, des jeux vidéo et autres, on se dit que finalement, la notoriété en fait est telle de ces fameux singes que peut-être que ce n'est pas des survalorisations, parce qu'il y a le droit d'exploitation. Et donc il y a des gens qui ont acheté un Bored Ape Yacht Club et qui ont ouvert un restaurant aux États-Unis. C'est une forme de nouvelle franchise peut-être ou de nouvelle licence. Et personnellement, je pense que la société qui est à l'origine de la création des Bored Ape Yacht Club, qui a racheté 2 nouvelles collections, est pour moi le Walt Disney du XXIe siècle. Et il y a de fortes chances qu'elle investisse énormément, et je crois qu'elle le fait déjà, dans ses propres métaverses ou dans les métaverses d'autres plateformes. Laurent, c'est parti là-dessus, les investissements? Alors, moi, pour le coup, on est plutôt très orienté B2B à la virtuelle et dans la société que nous créons qui s'appelle Commodal, qui est société spécialisée dans l'exploitation de mondes virtuels pour des événements, pour de la formation, pour de l'immobilier, etc. Donc du coup, on ne voit pas passer trop de NFT pour l'instant, même si on commence à avoir des opérations dans des mondes virtuels du type Decentraland ou Sandbox, parce que les clients nous les demandent. Mais je dirais que il y a 3 typologies de mondes virtuels. Vous avez les typologies de générateurs soi-même de contenu, c'est-à-dire c'est un peu comme un CMS. Vous avez un outil qui va vous permettre de générer vous-même votre environnement virtuel. Okay, vous avez une deuxième catégorie qui sont les mondes dotés de la blockchain, donc les Decentraland, les Sandbox, etc., où là, vous allez acheter des terrains, vous allez pouvoir y exploiter votre terrain, construire des choses dessus, voilà, et puis les revendre. C'est de la spéculation C'est un peu comme immobilière. Second Life il y a 20 ans. Ouais, ou même le deuxième monde de Canal+, qui avait été créé en 97. Ouais, c'est ça. Okay. Et puis la troisième typologie de monde, c'est des mondes dits fermés, donc des mondes qui sont plus sécurisés pour les entreprises et qui sont ceux que globalement nous utilisons. Donc il y a des éditeurs américains, on a un éditeur français qui s'appelle TeamU qui est très bien, et Virtué aussi en Espagne qui fonctionne bien. Voilà. Okay. Merci beaucoup. Alors il y avait une question, il y a Lionel qui m'a envoyé je ne sais pas où il est, Lionel, il est là, si vous pouvez lui passer le micro. Il est juste là, lève-toi. Le mieux, c'est vous lever parce que ça va aider nos amis qui doivent vous passer un micro propre à venir vite vers vous. Lionel, tu avais une question. Oui, bonjour. On parle de NFT, on parle de Web3, on parle de transactions à plusieurs millions de dollars. On parlait, via la question derrière, de pouvoir échanger des biens moins luxueux que tout ça. On parle beaucoup de blockchain aussi. Ça m'amène, moi, directement à la question de la sécurité derrière. Est-ce qu'on peut dire que l'avènement du Web3, de la blockchain et donc sa composante NFT, c'est le futur de la sécurité informatique, puisqu'on sait que la sécurité informatique, c'est le nerf de la guerre du web d'aujourd'hui, certainement du web de demain. Et c'est quoi les impacts de cette sécurité ou cette non-sécurité sur tout ce que vous racontez, les échanges, les propriétés intellectuelles, etc. Sandrine, d'abord, Laurent après, c'est ça? Oui. Alors la sécurité de la blockchain est basée sur la validation des transactions qui se fait par énormément d'ordinateurs avec des gens derrière qui valident les transactions. Et l'invention de la blockchain qui a commencé en fait, et des systèmes, des protocoles de la blockchain qui a commencé en 2009, c'est assez passionnant parce qu'en fait le premier truc qu'ils se sont dit on va créer avec cette nouvelle technologie, c'est quand même de la monnaie pour s'échanger une pizza. Mais ce qu'on entend par de la monnaie, en fait, la base du système monétaire, de tout système monétaire, de toute monnaie, c'est la confiance. Par exemple, quand on a des dollars, c'est qu'on a confiance dans l'économie régalienne américaine. Des euros, c'est qu'on a confiance dans l'économie européenne et dans, justement, la Banque centrale européenne. Tout ce qui crée la masse monétaire et des nouvelles monnaies, les fameuses crypto-monnaies sur la blockchain, est basé sur une confiance qu'on a dans la qualité de la transaction. Et ce qu'on dit de la blockchain, c'est très intéressant. La blockchain, c'est trust without trust. C'est-à-dire, puisque c'est des ordinateurs qui permettent de valider les transactions, les échanges entre deux parties, et que c'est de nombreux ordinateurs, donc il faut cumuler les calculs pour valider la transaction, il n'y a pas de facteur humain dans la transaction qui est exécutée par des ordinateurs. Et puisqu'il y a de nombreux ordinateurs décentralisés qui exécutent cette transaction,
forcément, ces ordinateurs ne sont ni à câble, on ne peut pas les faire tomber, on ne peut pas rentrer comme un intrus dans un système puisque ce n'est pas décentralisé. Et là, on revient un peu sur... Mais là, ça veut dire qu'on donne les clés aux ordinateurs, là. S'ils deviennent fous, on fait quoi? Mais en fait, les protocoles de la blockchain sont des protocoles qui sont propres aussi à la réflexion philosophique de l'installation de la démocratie et qui fait qu'on ne cherche pas à avoir 100% de validation sur une transaction, mais il y a des espèces d'algorithmes en fait qui permettent d'avoir une transaction sécurisée. Donc vous avez tous entendu parler, par exemple, des transactions Bitcoin qui coûtent très cher en gaz fee et en énergie, qui sont énergivores, et des transactions sur la blockchain Ethereum qui sont très coûteuses en gas fee. Les gas fees, en fait, c'est comment on rémunère les ordinateurs et les personnes qui gèrent les ordinateurs pour valider les transactions. En revanche, donc faire des transactions sur la blockchain Bitcoin et la blockchain Ethereum, aujourd'hui, c'est très coûteux en électricité parce qu'il y a beaucoup, mais en revanche, c'est extrêmement sécurisé. Et depuis 2 ans, en fait, ce qu'on appelle d'autres nouvelles blockchains, moins énergivores, moins coûteuses aussi en ressources informatiques et donc en énergie, se sont déployées, mais elles sont aussi un petit peu moins sécurisées. Donc en fonction du type de transaction que vous voulez faire et de projet, notamment par exemple si on organise un conseil d'administration d'une boîte du CAC 40 dans le métaverse, on va bien sûr s'assurer que les votes qui seront assortis justement de NFT, qui peuvent très bien correspondre à des droits de vote, seront extrêmement sécurisés, infalsifiables, et donc on va choisir une blockchain coûteuse en énergie, mais très très sécurisée. Allez, Laurent, on parlait sécurité. Ouais. On a tous entendu parler de trucs qui se sont passés dans ces différents univers qui ne sont pas forcément folichons, hein, de sécurité, de gens qui viennent vous taper, vous machin, etc. C'est quoi les enjeux de sécurité dans les métaverses? Dans le métaverse, pardon. Alors, dans le métavers, la blockchain ne résoudra pas tout, parce qu'on ne va pas tout crypté, hein. Mais dans les mondes virtuels qu'on utilise d'ores et déjà, évidemment, il y a pas mal de sujets qui sont liés au comportement des avatars, en fait, hein, et à l'incarnation. Effectivement, vous avez des mondes sur lesquels votre corps virtuel, le corps de votre avatar, n'a pas de résistance. Donc vous pouvez passer au travers, ce qui peut donner l'impression à certains qui se font violer. Et c'est vrai que la première fois qu'on a un avatar qui vous traverse, ça fait un peu bizarre. Ça t'est arrivé, ça? Ouais, ça m'est arrivé. Tu t'es fait traverser par un avatar? Et puis j'ai traversé sans le faire exprès, bien sûr. Mais on s'y fait. Qu'est-ce que tu as ressenti quand on t'a traversé? De la surprise. Enfin, c'est avant tout de la surprise. Puis on se pose la question de qui est cette personne. Ouais. Mais c'est juste des codes qui diffèrent. En fait, il ne faut pas avoir peur d'aller vers ces environnements. Je pense qu'ils vont tous débarquer extrêmement vite. Vous avez peut-être déjà fait l'expérimentation. Nous, on a fait déjà plus de 300 événements, hein, dans des mondes virtuels sur différentes plateformes. Des tailles d'événements petits ou très grands. Et on se rend compte que, si on revient sur la question de la sécurité, se posent des questions très proches de celles de la vraie vie. Comment je m'assure que je n'ai pas de personnes qui, dans mon événement, vont faire du grabuge, vont taguer des choses, vont déranger des speakers. Là, on a des règles de bienséance, personne ne va monter sur scène. Les premières fois qu'on a fait des événements, il y a des gens qui sont venus monter sur scène alors qu'il y avait des speakers. Ça se fait pas, et ça se régule par l'humain. Il y a des modérateurs, des médiateurs qui s'en occupent. Vous avez des vrais trolls, des gens qui viennent et qui parlent très fort. Voilà. Donc ça aussi, on les contrôle. Puis vous avez des sujets d'usurpation d'identité. Aussi. Ouais. On a fait un événement pour l'Assemblée générale du Congrès des experts comptables, donc c'était hyper sensible. On a pris toutes les mesures, mais comme un service d'ordre, hein. C'est de l'humain derrière, pour faire en sorte que la personne soit clairement protégée d'un risque d'usurpation et qu'on ne vienne pas lui foutre en l'air sa campagne. On ne t'a pas encore demandé ton compte CPF dans un métavers? Non. On savait pas encore. Non. Ok. Je vois les mains qui se lèvent. Oui. Ouais, après Stéphane, vas-y, ta question. Bonjour, merci.
Moi, je vais revenir un petit peu en arrière, désolé, sur l'échange. Je voulais savoir justement, quand on parle d'authenticité, de certificat de propriété, de grosses transactions quand même monétaires finalement, hein, dans le monde physique, quel pourrait être l'impact finalement, je pense notamment sur les notaires, et par extension sur les sociétés de services d'intermédiation, pourquoi pas les agences immobilières par exemple. Une bonne nouvelle pour eux, en fait. Je ne sais pas. En tout cas, je ne suis pas notaire, mais pour en avoir parlé avec ma notaire, c'est déjà un sujet qui est en cours chez eux. Hein. Et il y a, je crois, déjà des pays dont le cadastre est sur la blockchain et les transactions sont tracées, quoi. Et donc, il y aura toujours en fait des notaires qui n'auront pas envie de s'emparer de cette nouvelle technologie à leur moment, et puis qui resteront dans l'ancien monde, et d'autres notaires qui auront envie d'utiliser cette technologie pour faire avancer leur métier. Et ça, c'est dans tous les secteurs. Et je pense que vous travaillez tous dans l'univers digital, vous êtes probablement tous passionnés, et vous savez très bien que il y a des industries qui se transforment tardivement, et d'autres qui sont beaucoup plus early adopters, et qui vont très très vite en fait. C'est vrai qu'on a vu d'ailleurs pendant le confinement le retard à l'allumage d'un sacré nombre de commerçants qui n'avaient pas de site internet en fait. Moi j'avoue que j'ai découvert ça. Je voudrais passer le micro à Stéphane qui a levé la main depuis tout à l'heure et qui commence à avoir un bras hyper musclé. Stéphane, c'est à toi. Je trépigne d'impatience. Merci. Oui, plusieurs questions. Première question, le droit de propriété, est-ce qu'il est réellement reconnu par le cadre légal ? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on dit qu'un NFT est un droit de propriété, mais on le dit finalement entre spécialistes. Est-ce que demain, il y a un problème, hein, vous dites, moi je suis propriétaire de tel je sais pas quoi, NFT, et je vous dis, non, c'est moi, on part devant un tribunal, est-ce que ce fameux NFT est bien reconnu comme un acte de propriété ? D'abord, alors réponse oui ou non, déjà. Oui. Après, on va argumenter. Oui, c'est reconnu. C'est reconnu, et je vais vous expliquer pourquoi, parce que c'est taxé. Donc la plus-value sur la revente du NFT est passible de l'impôt. C'est en discussion, mais il faut le déclarer. Donc c'est bien sûr que le droit de propriété, puisqu'on ne peut revendre et réaliser une plus-value que si on détient le titre de propriété. Et donc comme la plus-value est taxée par donc c'est un élément de preuve supplémentaire. Merci de tous les mondes, on est sûr que le droit de propriété il y a donc déjà une jurisprudence sur le sujet. Jurisprudence, je pense que en fait, la possession du NFT, c'est la possession du wallet qui enregistre le NFT. Donc c'est sur des registres publics, puisque c'est inscrit sur la blockchain. Après, on peut se faire hacker son portefeuille, comme on peut se faire voler l'intérieur de son portefeuille ou de son compte bancaire. C'est-à-dire que si on perd les accès sécurisés à son wallet, ou qu'on les partage, ou qu'on les garde sur son smartphone qui est hyper hackable, et que quelqu'un vient récupérer les fameux 12 ou 24 mots-clés, on peut se faire vider son wallet, son portefeuille. Et donc, il y a des sociétés d'ailleurs, comme Ledger par exemple, dont le métier, c'est la sécurité justement des comptes sur la blockchain. Ok, merci. Deuxième question. J'en profite, il est gourmand. Ouais, j'en profite et puis j'en ai une troisième d'ailleurs. Oh deuxième question, on a vu avec le Web 2 finalement apparaître des grosses problématiques autour de l'utilisation de nos données personnelles. Est-ce que grâce au NFT, on pourrait se réapproprier l'utilisation que font certaines marques de nos données personnelles ? Alors, je vais peut-être répondre sur l'aspect avatar qui va porter finalement votre comportement au sein des mondes virtuels. D'ailleurs, je fais juste une aparté parce que je n'ai pas tout à fait fini la définition tout à l'heure. Je sais, le métavers adviendra dans quelques temps. Je pense que ça sera d'ici 3-4 ans, à partir du moment où les mondes virtuels seront interopérables, où votre avatar pourra, ou vos avatars pourront se balader d'un monde à de l'autre. monde en monde de façon libre. Et du coup, pour se balader de monde en monde, il faut forcément cette interopérabilité. Et du coup, se pose la question de c'est quoi le set de données que je transporte avec moi, comment je me protège des lieux sur lesquels je vais aller. C'est pour ça que moi, je crois profondément que
nous devons tous agir pour faire en sorte que le métavers qui va advenir soit un métavers dans lequel on n'amplifie pas ce qu'on vit aujourd'hui avec la data. Je vais peut-être choquer certains parmi vous, hein, mais avec l'accumulation de données qui vous est finalement pompée ou que vous décidez vous-même de donner à des gens qui la revendent derrière. J'ose espérer que dans le métavers, ça ne sera pas le cas, parce que sinon, on se rapproche de systèmes dictatoriaux qu'on connaît d'ores et déjà dans d'autres pays du monde. Donc tu veux dire qu'on en est finalement au début sur ces métavers, et ça serait vraiment sympa que dès maintenant on tire un peu des enseignements de ce qu'on a appris avec le web traditionnel, le web 2, on va dire. Ouais, c'est ça. Ouais. Et comme tu disais, on en est vraiment qu'au début. C'est-à-dire tout à l'heure tu disais que le début du web, c'était 92-93. On est exactement à ce moment-là. Sauf que... C'était il y a 30 ans, quand même. Ouais, sauf que, donc, il y a 30 ans, aujourd'hui, on doit avoir à peu près 1,7 milliard ou 1,8 milliard de sites Internet existants. Moi, je suis intimement convaincu que la courbe va être encore plus violente et va être beaucoup plus courte. C'est-à-dire que ce qu'il faut se dire, c'est que demain, vos sites Internet ou nos sites Internet de façon globale vont progressivement migrer vers des espaces dans des mondes virtuels. Espace total où vous serez même peut-être propriétaire de votre propre monde virtuel avec ses propres codes, peut-être sa propre NFT, sa propre monnaie, etc. Et en fait, ce qu'apporte... alors, il y a la corrélation de plusieurs facteurs qui, d'après moi, va accélérer ce mouvement autour de la data. Je pense que tous les États, tous les organismes qui régulent justement l'usage de ces datas ont mis en place des réglementations. Alors quand les réglementations sont sorties il y a 5 ou 6 ans, tout le monde se disait, tous les marketeurs et les grandes plateformes se disaient, ils n'arriveront jamais à comprendre comment appliquer ces réglementations. Et tu pourtant, faire pop-pop, j'ai bien aimé. On l'a tous fait, hein. Moi j'étais marketeuse à l'époque. On l'a tous fait, on n'aura jamais de contrôle. Sauf que dès le décret d'application, la semaine d'après, en fait, la fameuse CNIL française faisait des business cases sur les amendes et allait chercher des acteurs importants. Ce qu'on peut se dire, en fait, sur justement, si on imagine un système qui permet de NFTiser la donnée qu'on produit, dont on est propriétaire. Et justement, il y a un sujet sur on est propriétaire de quelles données. Est-ce que quand je navigue dans un site comme Facebook, je suis propriétaire de la donnée que je produis? Comme pour se loguer sur Facebook, on se met une décharge comme quoi tout ce qu'on produit sur Facebook est la propriété de Facebook, en fait, d'entrée, on dit qu'on vend sa production gracieusement à Facebook. Pour avoir, tu veux dire que tu donnes, on ne la vend pas. En revanche, ce qui serait possible, et la technologie du NFT pourrait le permettre, les technos ne sont pas encore prêtes, c'est qu'on pourrait très bien dire qu'on NFTise les données principales qu'on produit dans un environnement, dans un métaverse ou sur une plateforme web, et que quand cette donnée est utilisée par notamment Facebook en termes publicitaires ou le métaverse dans lequel on se trouve, on touche une partie des royalties et du revenu généré par la pub faite sur ces données. Et là, ça change complètement la donne, parce qu'aujourd'hui, Meta fait des annonces, notamment sur Instagram et sur Facebook, en disant on va lancer des campagnes de NFT, les créateurs de contenu de qualité vont pouvoir NFTiser leur contenu, et on partage 50-50 le revenu. Sauf qu'en fait, dans toute la culture de la blockchain, de la décentralisation, un partage à 50-50 sur la création, c'est complètement loufoque. Alors tiens, c'est intéressant. C'est quoi dans le modèle économique, j'entends, toi avec Artcare, tu as fondé une plateforme qui permet aux artistes de prendre pied dans ce nouvel écosystème. Globalement, il gagne combien l'artiste et tu prends combien, toi? Ça dépend. Alors quand on voit des grosses... Non mais globalement, bien sûr que ça dépend, mais en vrai. Nous, en fait, on est coproducteurs. C'est exactement... Oui. On est vraiment assez proche du modèle dans le cinéma, c'est-à-dire dans la coproduction de cinéma, on monte des équipes ad hoc sur les projets et on se répartit, parce qu'en fait, un artiste ne fait pas tout. It takes a village pour lancer une collection de NFT, et notamment avec des compétences très spécifiques, donc de développeurs sur la blockchain, mais aussi de concepteurs 3D, 2D. Et ça dépend du projet. Si c'est un projet où justement on
distribue, diffuse des NFT dans un métaverse, ou alors si on émet une collection d'œuvres d'art dans le métaverse, l'artiste en fait donne sa direction artistique et derrière on est toute une équipe à produire. Et donc ce qui est intéressant avec la technologie du NFT, c'est de se dire, en fait on met en place un smart contract initial où on partage les revenus et donc ça donne lieu à une négociation entre qui prend quoi, mais c'est inscrit dans la blockchain. Et tout ce qui est issu de cette collection exécutera automatiquement, en fait, la redistribution de la création de valeur origine, des royalties. Aujourd'hui, dans tous les marchés qui fonctionnent sur de la propriété intellectuelle, c'est en général assez dur de toucher ces droits seconds et ces droits tiers. Donc les marchés des industries créatives, l'édition, le cinéma, pourrait même aller jusqu'à la publicité, la musique, en fait, sont NFTisables. Et c'est les premiers marchés qui sont en train de basculer, puisque nous, chez Artcare, en fait, on accompagne des sociétés de l'univers traditionnel. On ne bosse pas qu'avec des gens qui sont full Web3, pour justement savoir comment ils peuvent utiliser cette technologie pour faire des nouveaux projets et rentrer dans ce nouveau monde qui est plein d'espoir, notamment pour une meilleure gestion de la propriété intellectuelle et de droits afférents. Mot de la fin pour chacun d'entre vous. Je vous donne 30 secondes. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à toutes celles et tous ceux qui sont ici, qui rentrent demain dans leur boîte? Tu as 30 secondes, tu as envie de leur donner quoi comme message? Le truc fort. Qu'on peut faire tout ce qu'on veut, que ça va devenir, donc il faut s'y préparer dans nos entreprises. Quelqu'un a déjà fait une expérience dans un environnement, enfin dans un monde virtuel? Vous pouvez lever la main. Un événement ou une formation ou... c'est vrai, pas mal. Bon, les autres, il faut s'y mettre. Donc avec Avatar en temps réel. Ouais, okay. Ouais. Très bien, eh bien c'est bien. Je pense qu'il faut continuer ces expériences parce que c'est la meilleure façon de s'approprier les codes et d'accumuler j'allais dire, de l'acculturation pour vos collaborateurs. Voilà, pour être donc prêt dans les 2-3 ans learning by doing, quoi. En fait. Learning by doing. Super. Ton mot de la fin, 30 secondes. Pas plus. Je pense qu'il faut tester. C'est comme le web, en fait. Tant qu'on n'était pas allé en 95 ou en 98 sur une connexion web, on ne pouvait pas vraiment comprendre et capter. Et aller au-delà, c'est-à-dire à un moment, moi je vous conseille tous d'essayer de faire un NFT sur OpenSea. Vous prenez une photo et vous la mettez en vente. Donc, vous créez votre wallet MetaMask, etc. Et ça vous fera comprendre vraiment ce que vous faites et ce qui se passe. C'est exactement comme les réseaux sociaux. On ne pouvait pas comprendre tant qu'on n'avait pas créé son compte Facebook et regardé ce qui s'y passait. Ouvrez un compte, vous aurez une bonne façon de faire. Merci à tous les deux. Je crois qu'on peut vraiment les applaudir. Merci à tous pour vos questions. Merci. Merci. Les conversations continuent. On a rendez-vous tous ici, donc vous êtes bien installés. C'est parfait, puisqu'on va faire la conférence de clôture. Donc gardez votre place, c'est super. Vous êtes bien posés et les autres vont devoir être très, très loin. Voilà. Merci à vous tous. À tout de suite.